Freine les peurs finalement. Et plus on avance, on arrive à avancer et on arrive à se dépasser. Je suis Bulin Turan et vous écoutez le podcast Inspiration. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une invitée de marque qui incarne la force mentale et la force physique. Un caractère en acier trempé, pour un exploit sur la grande dame de fer. Alors on va en parler un petit peu bien sûr tout à l'heure. Je reçois Anouk Garnier, une championne de course à obstacles. Au palmarès juste hallucinant, 2 fois championne du monde, championne d'Europe, championne de France, et je passe vraiment tous les détails parce qu'elle est championne de beaucoup de choses. Anouk Garnier, le 10 avril dernier, a également pulvérisé le record du monde de grimper en corde pour atteindre le 2e étage de la Tour Eiffel. À 110 mètres au-dessus du sol, quand même, voilà, juste quelque chose d'exceptionnel. Elle va nous en parler bien sûr. Un exploit qui est complètement fou, qui requiert une force, comme vous pouvez l'imaginer, physique, mentale, d'un niveau juste exceptionnel, voilà, hors du commun. Donc, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir ma chère amie, puisqu'on se connaît quand même depuis plusieurs années maintenant, depuis quasiment 10 ans même, je crois. Exact. Depuis quasiment 10 ans. Ah ouais, c'est si long ça. Waouh. Alors, on se disait hors antenne que j'avais 19 ans, qu'elle en avait entre 15 et 18. C'est ça. Donc, ça nous rajeunit un petit peu quand même, tout ça. Ouais, ben c'est vrai. Non, mais on est resté jeunes dans nos têtes. On disait que surtout, ce qui est important, c'est nous qui décidons de l'âge qu'on a. Exactement. Et ça, c'est important. C'est important, je pense, l'âge qu'on a dans la tête. Exactement. Et ce qu'on incarne, du coup. Et on s'est rencontrés, en fait, la première fois dans un événement, si tu te rappelles bien, c'était le Miracle Morning. Exactement. Voilà. À l'époque, c'était la mode. Oui, et à l'époque, j'étais prof de fitness encore. Exactement. Ouais. Et donc, tu avais fait le côté sport, moi j'avais fait le côté visualisation, Exact. le côté affirmation positive. Et donc, c'est là où on s'est rencontrés. Et depuis, on a eu l'occasion de travailler ensemble, de faire des projets ensemble, de faire différentes choses. Et donc, je suis vraiment très content de t'avoir. Merci de me mon émission. recevoir, ça me fait très plaisir. Avec grand plaisir. Tu veux peut-être parler de toi déjà, peut-être nous, Mais tu nous parler un m'as petit peu de ton super parcours. bien vendu en vrai, tu m'as trop bien vendu. Mais je suis sûr qu'il y a 2-3 détails qui sont... Non, ce qui est intéressant, c'est de dire effectivement que à la base, je suis prof de fitness, donc je suis coach de formation. Là, je suis plus dans le côté formation des coachs sportifs. Je suis sortie des clubs de fitness et j'ai quelques clients en personal training. Je suis toujours passionnée de ce côté mouvement, optimisation du mouvement, que ça soit pour moi sur mes performances ou pour accompagner un athlète, ou le côté santé, pour moi, est très important aussi aujourd'hui. Et je pense que encore plus dans cette actu, on va dire. Clairement. Après, je suis sortie du côté fitness et je me suis focalisée sur les courses à obstacles. Donc, ça va faire... je crois que ma première Spartan en élite, c'était 2015. Fin 2015, septembre 2015. Donc, depuis fin 2015, je suis à bloc dans les courses à obstacles. Et puis, j'ai rapidement performé. Ma première Spartan, je fais un podium direct. Donc... Voilà, mental de tranquille, championne, normal. voilà. Et après, ça m'a permis de beaucoup travailler sur le mental, même si je viens de la gym à la base. Donc, j'avais quand même un gros background, on va dire, sur le côté mental, discipline, etc. J'ai fait une fac de sport aussi. Donc, j'ai toujours baigné dans le sport, mais il y a un moment où si tu veux performer plus haut, il y a des choses à travailler sur soi. Et je me suis dit, ce travail sur moi, j'ai envie de le partager. J'ai envie que les gens aussi... aient des principes de sportifs de haut niveau pour réaliser leurs propres objectifs, quels qu'ils soient. Ça peut être dans la vie privée, ça peut être dans le côté santé, le côté de la carrière, n'importe quoi. Et voilà, et maintenant, j'essaye de transmettre un maximum de choses à travers des conférences, à travers des chroniques à la radio. À la radio, notamment Europe 1. Voilà, des interventions télé. Voilà, j'ai été choisie pour être ambassadrice aussi Paris 2024, on en parlait en off, mais des volontaires. Donc, c'est des gens qui sont là bénévolement et qui font vivre le sport à l'année. On le sait, en France, le sport vit grâce aux bénévoles. Donc, c'est hyper important pour moi de les représenter parce que ma famille aussi était bénévole dans la gym. Donc, voilà. Et c'est génial parce que c'est une expérience folle de rencontrer déjà plein de gens passionnés de sport, de voir l'énergie qu'ils donnent et de vivre les jeux de l'intérieur. Voilà, c'est assez exceptionnel. Je pense que c'est assez magique. Voilà. Qu'est-ce qui t'a mis en fait dans le sport? Puisque tu parlais effectivement de ta famille qui était bénévole dans la gym. Ouais. Donc ça veut dire que tu as une famille qui vient du monde du sport. Exactement. Et après, j'ai commencé à m'entraîner. Je devais vraiment m'entraîner sérieusement. Je vais avoir 7-8 ans. Mais bon, quand tu as fait dans tous les sens de la gym depuis que tu es toute petite. Tu as quand même 2-3 facilités, on va dire. Voilà. Et mon père était gardien de but.
dans le foot. Il a eu une grande carrière professionnelle. Il a fait pas mal de Coupes du Monde avec la Tunisie. D'accord. Il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec la Tunisie et tout Magnifique. ça. Donc, je crois que le sport est dans mon ADN. Dans tes gènes, dans... Voilà. Après, c'est pas le tout, je trouve, de dire j'ai le sport en moi. Faut aussi, c'est pas que le Faut le talent. mettre en œuvre après. Voilà, il y a beaucoup de travail derrière et mine de rien, tu vois, quand j'étais petite, ma mère, elle m'entraînait des fois, elle était vachement dure avec moi, quoi. Tant que t'as pas fait 5 roues sur la poutre sans tomber, on ne part pas de la salle, quoi. En plus, ils ont les clés de la salle, donc t'as pas le choix, quoi. Tu vois. T'as pas le choix, t'es obligé de les faire. C'est dur, mais en même temps, j'en suis hyper reconnaissante aujourd'hui parce que ça m'a mis une discipline d'entrée que j'ai et que je lâche pas, quoi. Cette notion de discipline, en réalité, pour faire le lien là-dessus, c'est vrai que c'est quelque chose qui est de moins en moins fréquent parce qu'on se dit, bah tiens, on veut pas pousser, on veut pas lui faire mal, on veut pas le contraindre à. Et en réalité, cette notion de discipline et d'autodiscipline est quelque chose, à mon avis, qui est très fort. Exactement. Dans tous les domaines, que ce soit dans le privé, dans le professionnel, même ne serait-ce qu'avec son environnement, son environnement social. Exactement. Et c'est vrai que dès qu'on parle de discipline, ça crispe. Ça fait peur aux gens. Peur. Ouais. Alors que la discipline, alors peut-être que tu vas me donner ta définition de la discipline, parce que c'est pas une contrainte, à mon sens. Pas du tout. Au contraire, c'est une liberté. Ouais. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tous les cas. Pour moi, c'est s'imposer des choses, mais ce qui permet effectivement de créer une liberté par la suite. En fait, parce que les choses que tu vas t'imposer vont devenir une habitude, une routine, et ça va plus être une sensation de contrainte, mais une sensation d'être libre de faire plein d'autres choses derrière. Tu vois, il faut s'imposer des choses sans être un peu too much, tu vois. Oui, parce bien que sûr. on voit, à son niveau. Voilà, à son niveau, mais il faut être capable de s'imposer des choses, sinon tu fais jamais rien. T'attends que ça te tombe dessus, il n'y a rien qui va te tomber dessus comme ça, quoi. Alors moi je connais pas grand monde, exactement, effectivement. Pas grand chose. Juste en attendant, il n'y a pas grand chose qui te tombe dessus, à part quelques kilos peut-être en trop. En plus. En plus, mais ouais, c'est important cette notion de discipline. Tu parlais tout à l'heure effectivement de ta famille. Tu as remarqué que le nom de mon podcast c'est Inspiration. Oui. Ça te fait penser à quoi l'inspiration? Et puis est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont inspiré en dehors peut-être même de ta famille, parce qu'on peut avoir des rôles modèles? Alors, inspiration, c'est beaucoup pour moi. J'aime beaucoup ce mot. Parce que pour moi, c'est important aussi, on le verra après, mais d'inspirer les gens. Mais les inspirations que j'ai eues, ma maman, pour moi, elle a été très inspirante parce que mon père, il n'était pas là quand j'ai grandi. Et elle m'a élevée toute seule, avec l'aide de mes grands-parents. Mais elle s'est toujours battue, même dans son métier, pour se former, toujours aller chercher plus haut. Et donc, ce côté femme qui se bat un peu et qui a un caractère... Bien trempé. Voilà, le caractère Garnier est très, très fort. Mais elle m'a beaucoup inspirée dans ce qu'elle a mis en place, tu vois, avec moi, et dans son quotidien et dans sa carrière. Après, bien sûr, tu as des inspirations d'athlètes et tout. Oui. Plus aujourd'hui, quand j'étais petite, j'étais très Disney. C'est une inspiration aussi, pourquoi pas. J'étais Ça très dépend Disney. lesquels. Mais ouais, je trouve que c'est une inspiration à rêver un peu. Donc, j'étais toujours, dans mes rêves, j'étais dans mes délires un peu. Et après, je sais pas, j'avais pas forcément une inspiration particulière, mais tu vois, j'avais cet état d'esprit un peu... Ils m'ont toujours dit, même mes grands-parents, que j'ai toujours été un peu à part, tu vois. Même avec mes cousins, je leur faisais faire des spectacles de cirque, tu vois, je faisais des trucs, mais improbables, en fait, tu vois. J'étais sur le toit du garage, j'étais dans mes délires, en fait. Mais je m'arrêtais pas. Si j'avais envie de faire un truc, je le faisais, et j'y allais, tu vois. Et ce qui est cool, c'est que ma famille m'a laissé faire aussi. Ce qui est bien, en fait, c'est que tu avais déjà un caractère assez trempé, et puis de leadership, puisqu'on parle beaucoup de leadership aussi. C'est ça, ouais. Et je sais que ton leadership à toi, il est quand même assez fort, t'es charismatique. Et, merci, et tu sais emmener les gens, et je pense que c'est pas par hasard également que tu es ambassadrice des bénévoles. Exactement. Aux Jeux Olympiques. Tu n'as pas été choisie pour rien non plus. Ouais, c'est ça. Pour revenir un petit peu à l'exploit que tu as couvert le 10 avril, c'est le 10 avril dernier, donc c'est tout récent en plus. Oui, c'est vrai. Je crois que ta maman a eu une part importante dans cet exploit aussi. Ouais. En fait, cet exploit, il a été... alors, ça part de loin quand même. J'ai mis 1 an et demi, il faut le savoir, à vraiment mettre en place tout l'événement. Parce que c'est moi qui est partie d'une idée un peu folle, d'un rêve, de dire... Tiens, si je grimpais la Tour Eiffel à la corde. J'ai rien à faire l'année prochaine. N'importe quoi, Garnier. Très rapidement, j'ai rencontré un directeur de la Tour Eiffel, qui est technique et événementiel. Il a beaucoup aimé l'idée. Mais il fallait convaincre aussi la partie com. En fait, c'est très complexe. Ça a été assez complexe, tout ça. Mais tout de suite, ils ont été quand même assez séduits par l'idée, mais il fallait donner un sens.
Et il y a un moment où il y a eu un gros temps de latence de plusieurs mois où je savais pas comment appuyer le projet, leur proposer un vrai événement autour de cette idée. Et puis, j'ai amené l'idée, tu vois, ma maman, elle a un cancer du sein. Donc là, elle est en récidive. Et ma mère me dit, mais pourquoi tu le fais pas pour une asso? Et en fait, je me suis dit, mais ouais, t'as raison, ça rajoute tu vois, un truc en plus Bien sûr. pour moi, déjà. Et pour toutes les personnes. Et voilà, et ça donne un sens de dingue à l'événement. Donc, j'ai rajouté ça. On a rajouté d'autres choses avec la mairie de Paris. Et effectivement, le côté, tu le fais pour toi, pour le dépassement, mais en même temps, pour montrer ce côté, je peux aller chercher des choses de dingue. Et c'est un peu, moi, ce que je ressentais sur la corde, c'est que c'est moi contre moi. C'est-à-dire que contrairement à une compétition où tu as des concurrents, là, il n'y en a pas. Là, c'est moi et moi, en fait. Et il n'y a pas de raison de s'arrêter, du coup, parce que c'est moi contre moi. Et en fait, quand j'ai vu ma maman se battre contre le cancer, je trouve que c'est un peu ça, cette image. C'est, t'as ce côté, t'as un cancer en toi, en fait, et t'as des symptômes avec le traitement, etc. Et en fait, tu dois te battre contre toi-même, en fait. Donc, je trouvais que le parallèle était très intéressant. Et en plus de ça, on sait que, tu vois, le côté sport réduit considérablement le risque de cancer et de récidive. Donc, c'était aussi pour moi le fait de montrer, message. Bougez-vous, quoi. Bougez, ça va vous aider à être en meilleure santé. Donc, voilà. Ouais, Donc, parce que je pense qu'on est parfois dans des scénarios un peu catastrophes d'une certaine manière. Et c'est vrai que le fait de se battre, ça me fait penser au shadowboxing. Ouais. Quand tu es en boxe, tu te bats avec ton ombre. En fait. Ça. Tu te bats d'abord avec toi-même pour dépasser tes peurs, pour dépasser tes croyances qui te limitent d'une certaine manière. Et c'est vrai que lorsqu'on est atteint, alors je peux en parler puisque mon père également a été atteint, donc je sais, je pense qu'on a vécu un peu les mêmes choses, on se comprend. Et c'est vrai que c'est une bataille parce que on peut parfois décider de lâcher pour X raisons. Et le fait d'avoir un environnement qui est fort, qui est présent, et le fait de continuer à inspirer d'une certaine manière, peut être un moteur. Ouais, et le fait de se dire qu'on est en capacité de pouvoir peut-être, en mettant du mouvement dans sa vie, en reprenant une hygiène de vie différente, en travaillant sur son énergie, on peut. Alors je ne dis pas que c'est 100% des cas, malheureusement. Ouais, c'est pas magique, mais c'est quand pas même. magique, mais ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Et tu vois, moi, il y a aussi ce fait de me dire, purée, c'est incroyable d'être en bonne santé, d'avoir un corps humain qui fonctionne parfaitement et de te dire, j'ai un potentiel de fou et je veux l'utiliser, en fait, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas. Oui. Et donc, moi, qui est en bonne santé, je veux voir jusqu'où je peux pousser mon corps, tu vois, sans sur le côté négatif, parce qu'il y a des gens qui, tu vois, ils voient le côté négatif de se pousser à des limites. Oui. Mais non, sans juste, purée, mon corps, il est extraordinaire, il peut faire des trucs de fou. Tiens, est-ce que c'est faisable de monter à plus de 100 mètres de corde? Personne ne l'a jamais fait, est-ce que je peux le faire? Allez, on essaye, tu vois. Et on réussit. Et en plus, on y arrive, et hyper facilement. Le 2e étage, 110 mètres. Tu peux me parler peut-être un petit peu de ce que tu as ressenti, parce que c'est vrai que tu disais que c'était une bataille avec toi-même. Ouais. Mais dans cette bataille, alors je sais que lorsqu'on est dans le sport, il n'y a pas cette notion, on ne se dit pas, tiens, je vais échouer, parce que c'est pas forcément On peut être parfois à certains moments, juste avoir la phrase qui nous... qui passe comme ça rapidement, mais on la dégage normalement. Exactement. Mais qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Parce que physiquement, je sais qu'aussi, tu as morflé un peu. Physiquement, voilà. J'ai morflé, oui. Ça frotte, il y a de la chaleur, enfin, c'est dur. Ouais. C'est dur et il faut tenir sur le... C'est du long. C'est long, ouais. En fait, le plus dur, le jour J, finalement, en vrai, c'est pas le plus dur. Le jour J, c'est le kiff. Parce que c'est voilà. C'est l'entraînement le plus dur. C'est ça, c'est les un an et demi de préparation. Alors vraiment, 1 an de corde, c'est long. Bien sûr. En fait, moi, mon sport, la course à obstacles, je l'ai choisi parce c'est très différent. C'est ludique, il est très varié. Là, la corde, c'est pas varié. c'est la corde. C'est une seule activité. Et y a d'autres choses à travailler. Quand tu grimpes à la corde, tu travailles aussi d'autres qualités, les qualités physiques qui vont te rendre efficace quand tu grimpes. Mais tu peux pas échapper à grimper beaucoup de cordes. La corde, comme tu le dis, il faut le savoir, ça fait très mal. N'importe qui va faire un grimpé de corde, il va avoir une brûlure directe. Donc, ça brûle le tibia. La corde, le gros truc que j'ai eu, c'est que ça me cisaille le pied. C'est-à-dire que si on regarde bien les images, en fait, je verrouille mon pied à l'intérieur. Et donc, ça m'appuyait sur l'extérieur du pied. À un moment, j'avais été enflée, j'avais une grosse inflammation. Tu vois, il y a plein de petites choses auxquelles on ne pense pas. Et en fait, mais ça fait hyper mal. À la fin, j'avais un tibia en bleu constant, quasiment, tu vois. Donc, même si j'avais un protège tibia, donc après aussi, tu comprends l'équipement, tu prends l'expérience, etc. Mais c'est vrai que ça fait mal. Après, sans parler de l'inconfort musculaire. Oui. Sans parler. Un peu tendu quand même. Et des brûlures sur les mains, parce que moi, je ne mets pas de gants. Mais tu vois, tout ça fait qu'effectivement, c'est un gros inconfort. Mais comme j'ai préparé pendant 1 an,
bah, tu t'habitues petit à petit à Ouais. cet inconfort. Tu te le mets pas comme ça dans la gueule d'un coup, on va dire. Mm. Mais effectivement, le jour J, bon, tu as appris à gérer ces choses-là. Après, ça se passe jamais comme prévu. Ça, c'est la base. Il y avait plein d'enjeux, en fait, ce jour-là. C'est que, déjà, il faut savoir qu'on a repoussé d'une semaine, parce que la semaine d'avant, on Je devait crois qu'il y avait le une faire. question de météo. Ah bah, Je catastrophe, me beaucoup trop de vent. En fait, quand tu arrives aussi proche du but et que tu te dis, OK, c'est demain, et qu'en fait, on te dit, bah là, non, Tu peux pas. c'est horrible. C'est un Ça a peu été frustrant dur. quand même, Ça a c'est un été peu frustrant, un gros coup encore. Mais bon. Et là, le jour J, temps magnifique, mais il faisait assez froid. Genre, il faisait 5 degrés. Et tu vois, c'est pas. Je me suis beaucoup entraînée en salle d'escalade. Et c'est pas les mêmes conditions dehors. Bon, j'avais fait des tests sur la Tour Eiffel quand même, parce qu'il fallait techniquement tout tester. Bien sûr. De nuit, on avait fait des tests de nuit. Mais j'avais pas ressenti ce froid de la même façon. Et bien sûr, le stress n'était pas le même. Et en fait, là, je commence à grimper et je suis même pas au premier étage que ma cuisse, elle est chargée. Mais putain, je fais, qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu vois, je sens une fatigue musculaire, que ce soit dans la cuisse et dans les avant-bras, vraiment pas comme d'habitude. Et là, tu te dis, je suis même pas au premier. Putain, fais chier, quoi. Alors que sur tous tes autres grimpés, tu sais, j'étais hyper bien, nickel. Il y a à l'aise. un jour, je me suis enchaîné plus de 200 mètres de corde à la salle sans poser le pied par terre, ce qui est quand même énorme. Magnifique. Donc, je suis, allez, 110 mètres, easy, tu vois. Et là, pas du tout les mêmes sensations. Mm. Mais, tu sais, quand tu t'es entraîné mentalement et beaucoup physiquement, tu fais, OK, c'est bon, je prends l'info. Je vais gérer, je trouve ma solution. Tu as l'habitude. Exactement. Et puis en fait, tu trouves ta solution et tout ça. Et après, ce que j'ai voulu faire pendant, c'est kiffer. Parce que Ouais. tu le fais qu'une fois dans ta vie, ça, tu vois. Tu grimpes à la corde sous la Tour Eiffel. Personne n'a jamais fait ça, personne ne le refera jamais, je le dis direct. Et du coup, tu te dis, mais c'est fou. Donc là, j'essayais de profiter en fait de la vue. J'entendais les gens qui m'encourageaient en dessous, les gars qui étaient au-dessus en train de m'assurer, qui m'encourageaient aussi. Donc ça m'a donné aussi beaucoup de force. Savoir que ma mère aussi, elle est là, elle te regarde. Attention, il y a maman qui est là, il y a les grands-parents. Enfin, tu vois, pour eux, Il y a la pour moi, famille qui c'était est là, très qui est important présente. de leur montrer que voilà. Bon, après, une fois que j'avais passé le premier, j'étais nickel, tu vois. J'avais trouvé mon rythme, j'étais bien. Et ouais, j'ai essayé de profiter de cette vue et de me dire que j'avais beaucoup de chance. Au lieu de me focaliser sur « Ah, c'est dur, j'ai mal », j'essayais de switcher, tu vois, le mindset en mode « Regarde ce que tu fais là. Le soleil, il se lève derrière le pied de la Tour Eiffel. Regarde ce que tu vis, c'est exceptionnel. » Donc là, j'étais plus... En pleine gratitude, en fait, de ce que tu étais en train de faire. Et J'ai puis essayé plus, d'oublier ce côté négatif, on va dire. Et après, il y a eu... peut-être que tu as entendu parler de cette petit incident, que mon lacet s'est défait. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, justement? Alors, j'aimerais dire quand même, parce que tout le monde dit, elle a même parfait si, j'ai refait mes lacets juste avant de grimper. Et mon lacet se défait. Donc là, en fait, je vois ça et je suis à peine au premier et je fais, mais non, mais c'est pas possible, tu vois. Et pareil, tu vois, comme l'inconfort, je me dis, OK, je prends l'info. C'est juste, je prends l'info. Pas d'émotion là-dessus, je prends l'info. Il faut savoir qu'une fois, ça m'était arrivé en entraînement. Mon lacet s'était défait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'aurais pu descendre de la corde et dire, allez, OK, je refais le lacet, puis je refais ma série. Non, j'ai pas fait ça. J'ai dit, Anouk, ça peut arriver en condition. Donc, tu restes sur la corde. Tu peux pas poser le pied par terre, t'y vas. Et tu vois, j'ai bien fait parce que du coup, ça m'a rassurée. J'ai vu le lacet défait, j'ai fait, Anouk, c'est bon, tu l'as déjà fait, ça? C'est bon. Ton lacet, il était défait. T'as fini ta série, il n'y a pas eu de problème. Ça va être la même chose. Donc, ça m'a rassurée. Et du coup, à la fin, j'ai pas fait attention, si tu veux. Pas fait attention. Après, c'est bon, j'étais plus dans le truc. Et il y a une autre chose qui s'est passée. Tu vois, il y a beaucoup d'imprévus quand même. Non, mais c'est bien parce qu'en réalité, c'est important de le partager. Exactement. Parce que dans la vie de tous les jours, il y a tout le plein monde ne d'imprévus. monte pas à la Tour Eiffel, mais dans un objectif X ou Y, il y a toujours des imprévus. Exactement. On prend la parole en public, il peut y avoir des imprévus. Et c'est ça. La technique ne marche pas. Enfin, on peut imaginer plein de choses et ramener, en fait, faire l'analogie entre ce que tu es en train de partager avec nous, qui est très riche. Et on se rend bien compte que c'est du travail, c'est de la répétition. C'est un état d'esprit, c'est un mental. Ouais. Et puis, il y a cette notion que j'aime beaucoup et que je pense qu'en tant que sportif, on le vit et que les gens ne comprennent pas souvent, c'est trouver du plaisir dans la douleur. Exactement. Ça paraît un peu... Ouais, c'est ça. En fait, c'est la douleur, c'est même pas... tu vois, je pense que c'est un truc qui... Ouais, je pense que l'adrénaline couvre un peu tout ça. Ouais, en fait, et puis tu vois, la douleur du pied, tu vois, après, elle y était plus. Tu vois, voilà, tu passes au-dessus, en fait. Et je pense que quand tu passes ce stade, c'est énorme. C'est énorme, parce que tu vois, tout le monde reste dans ce stade d'inconfort. OK, je m'arrête. Inconfort, j'arrête. Non. Une fois que tu as passé ce petit step d'inconfort, là, il se passe plus de choses, tu vois. C'est là que tu vas évoluer, c'est là que tu vas apprendre. Et
Et en fait, il y avait un enjeu technique aussi quand même sur la partie grimper. Mhm. Parce que déjà, je pense que sur les images, on le voit, mais ça fait un U. La corde fait un U. C'est-à-dire qu'on était obligé de remonter la corde pendant que je grimpais. Parce que plus on grimpe, plus ce que j'ai de corde, c'est lourd. Donc à 30 mètres, je pouvais plus verrouiller mes pieds. Mhm. Donc il fallait que les garçons soient très coordonnés avec moi pour remonter la corde en même temps. En même temps, il fallait pas qu'il la remonte trop vite. Enfin, tu vois, il y avait vraiment un truc à trouver. Et la deuxième chose, c'est que la corde qui m'assure, donc qui me sécurise, elle pouvait s'enrouler autour de la corde de grimper. Et si elle s'enroulait trop, bah ça foutait ça t'empêche, en fait, ça m'empêchait de monter à bout d'un moment. Et là, je grimpe et ça fait un tour au début. Je m'arrête à 10 mètres et je demande en bas, je fais quoi? Est-ce qu'on refait ou... Il dit non, vas-y, on gère là-haut. Et en fait, je continue et au bout d'un moment, le problème, c'est que la corde, elle me gêne. La corde qui m'assure est autour de la corde de grimper. Donc, je suis obligée de passer ma main dessous pour la mettre sur la corde. Je suis obligée de gueuler après les gars, là, mettez du mou. Tu m'entends sur une vidéo, j'ai ri. Donc, et à la fin, en fait, ils ont laissé tellement de mou. Heureusement que j'ai pas lâché parce que j'aurais fait une petite chute libre de 10 mètres, tu vois, tranquillement. Ouais, tranquillement. Mais tu vois, on était obligés de coordonner. Et en fait, ces imprévus, comme tu dis, dans la vie, ils arrivent. Il y a que ça. Il y a que ça. Il y a des choses que tu n'as pas prévues. Il y a des choses que tu peux anticiper. Et surtout, il y a comment tu te prépares à vivre n'importe quel imprévu. Et en fait, c'est apprendre à gérer tes émotions. Je pense que ça, c'est très important. Et ça, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et il y a apprendre à changer ton focus sur ce sur quoi tu te concentres. Est-ce que je me concentre que sur les difficultés que je rencontre ou est-ce que je me concentre sur, OK, il y a ça, je prends l'info. C'est un élément. Comment je vais gérer? Quelle solution? Je me concentre plus sur la solution finalement que sur le problème qui m'arrive, tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé. Un mode growth mindset. Exactement. Et c'était pas, tu vois, c'était... Ce qui m'a aidé aussi, mine de rien, c'est parce que j'ai géré toute l'organisation. Le grimper, il était facile, en fait. L'organisation, ça a été un bordel. C'est pas mes compétences de base, c'est d'être athlète. Bien sûr. Là, j'ai organisé tout comme un chef d'entreprise, de gérer chaque partie, de coordonner tout le monde. Ce qui était génial, en fait. J'ai énormément appris. J'ai eu plein de difficultés. Du coup, c'est ça aussi, tu vois. C'est prendre l'habitude de, OK, j'ai les difficultés, des trucs qui foutent en l'air tout le projet. Qu'est-ce que j'en fais? Et surtout, OK, la difficulté, elle est là. OK, il y a une solution. C'est bon, on va trouver la solution, on va se concentrer sur cette solution. Voilà. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et comment tu as travaillé? Parce qu'il y a plein de notions. En réalité, il y a le travail du mental, donc il y a la préparation mentale. Il y a la gestion du stress, qui est importante. Il y a la gestion des émotions. Tu disais que tu avais beaucoup travaillé sur les émotions. Ouais. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez compliqué pour beaucoup de monde, de comment je gère mes émotions dans son quotidien, sans être sportif de haut niveau, que ce soit en entreprise ou ailleurs, ou même avec ses enfants, ne serait-ce qu'avec ses enfants ou avec son couple. Oui, c'est vrai. Quelles sont, toi, tes clés, si tu devais partager une ou deux clés pour gérer ces émotions de la manière la plus concrète possible? Moi, j'ai beaucoup écrit. Oui. Donc déjà, je pense que quand tu ressens des trucs et que tu les écris, tu les lâches, ça te décharge. Et après, j'essayais toujours d'être dans la gratitude, c'est-à-dire tous les jours de décrire des choses. OK, je suis hyper reconnaissante pour ça, ça et ça. Et là, ça va changer ton côté émotionnel. En fait, une émotion, c'est une pensée de base, tu vois. C'est ce que tu as dans la tête. Tu penses à quoi et ça va te générer des émotions. Si tu changes ce à quoi tu penses, ça va changer ton émotion. Donc en fait, c'était de vraiment travailler sur ce à quoi je pense. Et sur je me focalise sur quoi? Sur les difficultés que j'ai ou tiens, peut-être qu'en fait les difficultés c'est quelque chose sur lequel je peux être reconnaissante. Je vois pas tu vois, tu as une autre perspective en fait de la difficulté et c'est à toi de choisir comment tu vois une difficulté. OK, il y a une difficulté, très bien. Et en fait, à un moment donné, tu vois, je me la pète, mais je me disais, vas-y, balance un truc, là, balance un obstacle, bébé. Bon, là, j'ai eu le vent. J'ai eu le vent. Obstacle. Voilà, mais du coup, tu vois, ce jour-là, limite, ça a été dur à gérer, mais je pense que j'ai bien géré, je sais pas. Mais en tout cas, j'arrivais à mettre l'émotion de côté. OK, il y a quoi à faire? Faut que j'appelle, OK, pendant 3 heures, j'ai passé des coups de fil. Mais tu vois, j'étais plus, j'avais plus de recul. T'es plus dans, il n'y a pas d'émotion, il y a l'action. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, tu vois? Parce qu'à un moment, tu peux chialer pendant 3 heures, ça ne changera rien. Il y aura toujours du vent demain, je ne pourrai toujours pas grimper. Donc après, si tu veux un moment faire des trucs, il faut être beaucoup dans l'action. Parce que la réalité, elle est là. Ouais. Il y a une réalité qui est présente. Exact. Ensuite, c'est la perception que moi, j'ai de cette réalité qui va faire que je vais prendre telle ou telle décision. C'est ça. Pour pouvoir... Alors effectivement, soit je me freine et je me dis, c'est pas possible.
c'est trop compliqué, ou bien je me dis, ok, je vais trouver des solutions parce que je me suis entraîné quand même pendant 1 an et demi. C'est ça. J'ai des gens qui sont là, qui m'encouragent. Donc, comment je fais pour avancer et continuer Ouais. Donc, le verre à moitié plein, en fait. Exactement. Toujours. Exactement. Et je pense, il y a un truc qui m'a aidé aussi, c'est voilà, le côté méditation, mais visualisation. Ouais. J'ai fait des visualisations que j'avais jamais fait comme ça avant. C'est-à-dire que j'ai inclus un côté émotionnel énorme de ressentir ce que je ressentirais quand je serais là-haut. Tu vois, c'est-à-dire que j'étais vraiment Anticiper, en fait, ton émotion complètement. d'arrivée. J'étais dans l'émotion déjà que j'avais réussi. Et j'ai toujours eu, quand tu vois, on m'a dit beaucoup non sur le projet, j'ai eu beaucoup de refus de sponsors, bref, beaucoup de choses, on peut en parler, mais beaucoup de frustration autour de ça. Et en fait, je savais que moi, j'allais y arriver. Je savais que j'allais le faire. Je sais pas pourquoi. J'avais cette conviction que ce projet, il était pour moi et que j'allais le faire. Et que je m'en foutais. Ah ouais, tu me suis pas ? T'es Nike, tu veux pas ? Mais je m'en fous, mon gars, tu vas voir. Tu regarderas à la télé, je vais grimper cette tour Eiffel et tu seras dégoûté que je sois pas en Nike pendant que je grimpe. Je dis Nike, mais en vrai, oui. pas du tout, pardon, mais pas du tout Nike, mais n'importe qui, tu vois, c'était un peu ça. Et en fait, moi, je savais que j'allais le faire. Et dès que je passais devant la tour Eiffel, je m'arrêtais, mais vraiment, et j'avais une musique et je faisais ma visualisation. Et j'avais des larmes à chaque fois, d'émotion, parce que je me sentais arriver là-haut. Je regardais, je m'imaginais. À chaque fois que je voyais la tour Eiffel, je m'imaginais entre les 2 étages. Tu vois, il y avait tout ce travail-là. Pendant 1 an, j'ai fait ça. Pendant 1 an, j'étais obsédée par la tour Eiffel. Tellement obsédée, je crois que voilà. Tu l'as marqué donc je l'ai, au fer, effectivement, je l'ai marqué sur moi-même, sur mon avant-bras. Et j'ai bien mis la petite corde. La petite corde qui est là. Voilà. Effectivement. C'était important parce que c'est quand même une grosse étape de ma vie. Donc voilà, ça a été un gros moment. Et 1 an et demi d'obsession sur la tour Eiffel. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, il y a cette notion de détermination qui fait que tu as plein d'obstacles, tu as des refus. Oui. Et c'est vrai qu'on peut en parler dans la vie d'entrepreneur, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Ouais. Voilà, il y a plein de choses qu'on a envie de réaliser. Et parfois, par différentes personnes qu'on peut rencontrer qui peuvent nous refuser un tel et un tel. Soit on s'arrête, soit on se dit, tu sais quoi, c'est pas toi qui vas m'arrêter, mec. C'est je ça. continue. Ouais. Et c'est ça aussi le mindset, en fait. Comment je renforce mon mindset, parce que des échecs, tu vas en avoir. Oui. Et tu sais, t'en as eu plein. Voilà, t'en as eu plein. Mais comme tout le monde, en fait. Et comme tout le monde en a à son niveau, en fait. Exactement. C'est cette persévérance et cette détermination vers un objectif que tu as vécu chaque jour pendant au moment où tu en as rêvé, qui est intéressant. Et j'aimerais aussi revenir sur cette notion de visualisation, parce que c'est vrai que moi, je partage beaucoup cette notion-là, puisque la visualisation fait partie d'un des outils de la prépa mentale et du sportif. C'est vrai. Mais les personnes qui ne sont pas là-dedans ne comprennent pas vraiment l'intérêt. Alors moi, je le fais en plus dans 2 sens. Le côté avec tout ce qui pourrait éventuellement m'arriver de négatif oui, et le côté positif. Tu vois, je fais vraiment les 2 côtés. Ouais. Comme ça, mon cerveau, il est préparé à toutes les éventualités, même si le jour J, tu peux avoir du vent et ça, tu ne maîtrises pas. C'est ça. C'est encore autre chose. Donc toi, comment tu fais pour visualiser, si tu devais le partager à quelqu'un qui n'a jamais visualisé de sa vie, par exemple, pour une prise de parole, pour n'importe quoi, en réalité, pour un entretien. Alors, tu vois, c'est marrant, le côté négatif et te préparer à toutes les éventualités, je le fais. Et je le faisais en course à obstacles. Et moi, j'appelle ça mon tableau de reconcentration. Ouais. C'est-à-dire que je fais 3 colonnes. Première colonne, c'est ce qui arrive. Tu vois, un truc improbable. Mais des fois, je mets des trucs improbables. Mais il y a des trucs, même qui ne sont pas dans le tableau, qui vont arriver. Qui sont improbables. Donc, je mets, OK, tu vois, par exemple, au départ, ce qui me déstabilisait en course, c'est quand il y a une concurrente qui me double. Ça me rendait ouf. Je connais ça. Voilà. Donc, tu vois, je mettais une concurrente me double. Ma réaction naturelle, c'est quoi ? Donc, je mettais ma réaction naturelle. Et la réaction que je veux avoir, c'est laquelle ? Et là, en fait, tu vois, je changeais comme ça. Programme déjà. Voilà, je m'auto-programmais à réagir comme ça. Ça, c'était une chose. Après, il y a un truc que je fais aussi, c'est j'écrivais idéalement comment ça se passait. Et j'imaginais que j'étais déjà après. Et comment ça s'était passé. Et j'écrivais complètement. Alors là, je suis arrivée, il y avait les barrières, tac, tac, il y a ma maman qui était là, les médias étaient là, tu vois. Et j'essaye de mettre un maximum de détails et je l'écris, mais de A à Z, comment moi je veux que ça se passe. Le plus dans l'idéal, dans le meilleur des mondes. Et après ça, une fois que je l'ai écrit, je le visualise. Je ferme les yeux. Alors au départ, c'est vrai que c'est dur si on n'a jamais fait de méditation, de fermer les yeux et de se concentrer sur ça. Mais déjà de 5 minutes,
de s'imaginer quelques images peut-être. Mhm. Si c'est une prise de parole en public, de s'imaginer hyper calme face au public parce que si c'est stressant d'être face à un public, de s'imaginer vraiment, ok, je suis détendu, regarde, c'est cool. Je suis bien ancré. De voir le sourire des gens, d'avoir le son, d'imaginer un petit peu tout ça. Et d'imaginer vraiment dans l'idéal le truc. Mais ça prend 5 minutes. Hein. Moi, j'avais la musique, moi, ça me parle beaucoup, la musique, dans l'émotion. Et j'avais une musique qui m'a... Je sais pas pourquoi. Je l'ai écoutée. Hans Zimmer. Ouais, Hans Zimmer, Time. Yes. Et cette musique, je l'ai écoutée. Je sais pas pourquoi, je devais passer pas loin de la Tour Eiffel. Et là, j'ai fait... Je sais pas pourquoi, pour moi, un marqueur émotionnel. C'était le son de la Tour Eiffel. C'était très bizarre. Tu sais, ce côté un peu, je sais pas, grinçant. Dans la musique, c'est pas grinçant, mais tu sais, c'est grand, c'est, je sais pas, il y avait un truc, c'était pour moi là, exactement ça. Et je me voyais grimper sur cette musique à chaque fois. L'émotion qui va bien, qui Totalement. t'emporte. Et ce côté en plus calme. Dans la musique, il y a un calme un peu comme ça en fond. Et voilà. Et donc, peut-être relier sa visualisation à une musique. Et dès qu'il y a la musique, je me mets dans la bonne émotion. L'ancrage. Exactement. Tu ancres l'émotion dans laquelle tu veux être. Donc voilà, tous ces petites astuces. Et il y a un truc que je visualise aussi, je reprends sur les courses ou même sur la corde. C'est on se connaît et on sait quel est le moment le plus stressant ou le moment le plus limitant pour nous. C'est pas quand je suis presque en haut, c'est pas quand je suis sur la corde, c'est avant de commencer, avant de monter sur scène, avant d'aller à un entretien, avant. À ce moment-là, il faut le visualiser. Et en fait, il faut se visualiser très calme sur ce moment. Nous, c'est le décompte avant le départ d'une course. C'est quand ils vont donner le décompte à 10, tu fais « Oh, là, t'es pas bien, tu vois ». Et en fait, ce moment-là, il faut le visualiser hyper calme. Ok. Et maintenant, quand j'entends 10, tu vois, dans la course, poum, je me pose de ouf. Parce que j'ai automatisé ça. Et pareil, avant de grimper à la corde, je me visualisais complètement l'event. Et hop, ok, avant de grimper, ok, 3 respirations, ça me pose et après, je pars. Donc peut-être visualiser le moment le plus difficile pour soi, le plus stressant et pour la personne. le répéter en fait dans sa tête. C'est une répétition finalement. On revient toujours à la même chose en réalité, parce que souvent les personnes te disent j'ai essayé, ça marche pas. Ouais, mais c'est comme tout. T'as pas essayé assez. C'est essayer tout le temps, répéter. C'est ça. Et comme tu disais, tu vas commencer à visualiser, tu vas avoir peut-être du mal au départ. Tu vas avoir 2, 3, 5 images peut-être. Après, tu en auras peut-être 7, 8, 10 et tu vas commencer à décomposer en détail tous les éléments qui vont te permettre d'aller jusqu'à l'anticipation de la réussite. Avec, comme tu disais, en plus, la musique et l'émotion qui va avec. Là, vous êtes au top. Ouais, c'est ça. Et je pense le côté émotion, d'essayer de vivre l'émotion qu'on va vivre, ça, en plus, ça donne une envie de le faire encore plus. Tu vois, l'émotion, elle est intense, elle est incroyable. Quand j'y pense, c'est fou. Donc, je pense que c'est construire petit à petit cette visualisation. Et c'est de la répétition. C'est de pas... Et même s'il y a un jour, parce qu'il y a des jours où on est moins bien, tu vois, on est moins concentré, on est moins posé, même si c'est 2-3 minutes, c'est pas grave. Mais juste se poser et le faire, c'est important. C'est comme dans tout, c'est de le faire un peu tout le temps. C'est ça. C'est ça qui va faire la différence à long terme, je pense. Souvent, les personnes essayent une fois longtemps, alors qu'il faudrait découper en 100 peut-être fois longtemps. C'est ça, exactement. Une fois tous les jours. Comme dans le sport, c'est comme dans le sport. Me le faire plus régulièrement qu'une grosse fois, quoi. Ouais, c'est de créer un chemin neuronal en réalité, de telle sorte à ce que l'habitude se mette en place, qu'elle s'ancre et qu'on commence à prendre du plaisir. C'est ça. Parce qu'on revient toujours à ça. Finalement, même quand tu as mal, tu l'as dit tout à l'heure, c'est cette notion de plaisir que tu as, que tu ressens, même si tu as le tibia en feu, tu as les mains qui brûlent, tu as le vent qui t'emmène, t'en peux plus. Et c'est normal, c'est la compétition, c'est comme ça. Ouais. Et c'est malgré tout ça, justement, c'est comment je vais me programmer pour faire en sorte de continuer avec la bonne émotion, avec le bon focus, avec le bon mindset, en fait, tout simplement. Ouais. Et justement, en termes de préparation mentale, on a parlé de la visualisation, tu as parlé tout à l'heure de respiration juste avant. Qu'est-ce que tu mets en œuvre ? Quelle est, toi, ta préparation mentale ? Quels sont, si tu devais donner 2-3 conseils, les outils qu'une personne qui démarre un petit peu dans la préparation mentale pourrait mettre en œuvre ? Alors, pas pour forcément grimper à la Tour Eiffel. Non, mais personne ne grimpera, j'ai dit. Voilà. C'est ma tour. Déjà, ça y est. C'est là. Voilà, c'est ma tour. Non, mais moi, j'ai fait beaucoup de choses sur... tu vois, je disais, ça fait bientôt 9 ans que je fais des courses à obstacles en compétition. Donc, pendant ces 9 ans, j'ai dû travailler. Parce que les courses à obstacles, c'est un inconfort. Là, j'ai fait 18 minutes sur la corde. Mais les courses à obstacles, tu vois, je suis championne du monde, je mets 2h30. Ben oui, 2h30, c'est long. Quand on fait des courses aussi de 3 km, c'est 30-40 minutes, mais dans le rouge, extra rouge, genre ton cerveau, il t'envoie 10 000 signaux, tu vas mourir, arrête-toi, tu vas mourir, tu vois.
Et ce qui est important sur des efforts, d'ailleurs courts, c'est, tu sais, on disait d'enlever l'émotion et d'être un peu dans cette zone. Tu vois, je pense que tout le monde a entendu parler du Oui, flow du flow. ou de la zone, voilà. C'est ce moment où t'as rien dans la tête. C'est ça qui est fou. C'est que tu flottes. Tu flottes Ouais. dans ta performance. Tu es tellement dans une concentration qui est intense Ultime, ouais. que t'as pas peur de pas réussir, t'as rien en fait. T'y vas. Sans te poser de questions, ça j'adore ce moment. Parce que en réalité, tu t'es tellement entraîné, parce que tu as toute la technique, tu as toute la compétence qui fait que tu peux être dans un flow. Voilà, Mais si tu t'es pas assez entraîné, tu peux avoir des doutes. aussi. C'est là où le stress vient Exactement. également Mais, court-circuiter un petit peu. mais du coup, tu vois, ce mix de concentration intense, je pense que c'est celui-là, c'est ça qu'il faut aller chercher à travailler pour passer au-dessus de tout le reste. Tu vois, de l'inconfort que nous, on va pouvoir ressentir. Bien sûr. Nous, en course, c'est extrême. Mais en même temps, tu vois, alors désolé, mais je pense que c'est important de le ressentir dans le physique. C'est-à-dire que si jamais t'as jamais ressenti d'inconfort physique, à chacun à son niveau, attention, Bien sûr. pas au mien, mais chacun à son niveau, je pense que tu peux pas évoluer mentalement. Enfin, c'est pas que tu peux pas, mais il te manquera toujours un truc. Parce que d'être capable de prendre le dessus sur un inconfort comme ça, physique intense, ça derrière, tu Le reste voles devient sur tout le facile, en reste. fait, Voilà, ça. Ouais. le reste, ça devient, ok, tu prends, tu sais, c'est beaucoup plus facile sur le reste, en fait. Et je pense que c'est important d'aller se dépasser physiquement, même si on n'est pas sportif de haut niveau. C'est vraiment, Bien sûr. Chacun peut-être à son que niveau, comme tu l'as dit. 5 km de course à pied, c'est déjà énorme pour certains. Juste de faire ça, juste de se poser des challenges qui vont nous mettre dans un inconfort, ça va nous permettre d'évoluer. Et nous, on le fait en entraînement, mais c'est là aussi que ça me permet d'ancrer mes trucs au niveau mental. Tu vois ? Donc, c'est au niveau mental, il y a pour moi la confiance en soi qui est à travailler. Ouais. C'est-à-dire parce que dans le stress, dans l'inconfort, les doutes, ils vont arriver. Et les signaux du cerveau pour te dire « Arrête mon pote !» Tu vois, Tu vas trop loin, c'est pas tu pour vas toi. trop loin, il veut te ramener dans ta zone de confort, le cerveau. Donc, il faut être capable de passer au-dessus de ce moment et ignorer un peu les signaux du cerveau et lui montrer « C'est bon, c'est tout sous contrôle, t'inquiète pas. » Je voyais un préparateur physique qui est incroyable, un Américain, qui disait « Tu visualises ton 400 mètres, tu vois, ton tour de piste. Tu vas le visualiser en différentes étapes et tu identifies le moment où tu vas craquer. Tu sais d'avance où toi, t'en peux Bien plus. sûr. Mais chacun est différent. Donc, où toi, t'es pas bien. Et là, ce moment-là, tu vas te visualiser, tu vas te donner une phrase ou quelque chose, n'importe quoi, une visualisation d'un truc qui va te booster à ce moment-là précis parce que t'en as besoin. Et donc, ça, c'est un truc que j'ai aussi travaillé sur la corde ou sur plein de choses. Et maintenant, je suis une malade. Des fois, je rigole toute seule, mais je suis en train de m'entraîner sur mon Asso Bike. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un Asso Bike. C'est un vélo bras et jambes qui est assez inconfortable, tu connais. Et chez moi, j'en ai un. Allons jusqu'au bout. Donc, voilà, et je fais des intervalles, donc c'est vraiment intense sur l'Asso Bike. Et il y a toujours un moment où justement il y a C'est compliqué. je peux plus respirer. Il faut savoir que je fais de l'asthme à l'effort en plus, donc pour info. Donc tu as toujours un moment hyper inconfortable, mais il te reste 1 minute par exemple. Et là, faut y aller à cette minute. Et en fait, maintenant, j'arrive à faire. Tu sens l'inconfort, là, Garnier, tu le sens, mais Allez, c'est là. Mais kiffe-le, c'est maintenant. Et en fait, tu vois, maintenant, j'arrive à passer au-dessus. Bon, là, ça devient un niveau assez un peu foufou, mais pour moi, du coup, je kiffe maintenant parce que j'ai l'impression d'avoir un pouvoir magique de passer au-dessus de l'inconfort de mon cerveau, etc. Et ça, c'est fort. Et ça s'entraîne. Et ça veut dire que tu as compris, en fait, comment dompter ton cerveau d'une certaine manière au moment où tu en as le plus besoin pour pouvoir faire en sorte de faire le switch et de passer à un autre niveau, parce que c'est des petits niveaux, c'est des paliers en réalité. Ouais, c'est ça, c'est et des plus petits tu paliers montes, tout le comme temps. tu disais, là c'est à 1 minute, peut-être qu'avant c'était à 3 minutes avant, Ouais. et maintenant c'est devenu à 1 minute, peut-être que ça sera 30 secondes, etc. etc. Et c'est vrai qu'on évolue comme ça, et cette notion d'évolution par la politique des petits pas, si je peux appeler ça comme ça, est importante, je trouve aussi. Ouais. Et tu vois, la notion donc on disait de confiance en soi, mais c'est aussi de... Alors moi, dans la confiance, il y a le côté inspiration, c'est-à-dire de s'inspirer régulièrement de personnes qui réussissent, et ça nous donne confiance en fait, ça nous aide à y croire qu'on est capable de faire les grandes choses. Donc c'est comment je m'inspire tous les jours, comment je m'inspire avant d'aller faire mon entraînement, comment je réagis quand je suis pas bien. Est-ce que je me laisse faire ou est-ce que, tu vois, justement, je vais aller chercher autre chose ? Et c'est de se créer, moi je me crée une bibliothèque d'inspiration un peu. Moi ça fait partie de ma prépa mentale, c'est d'aller chercher des vidéos. Je lis énormément aussi, je lis beaucoup de livres pour aller chercher des petites choses à droite à gauche, des petites astuces, des micro-trucs, des podcasts, comme on est en train de le faire,
Et tu vois, dans la confiance, il y a un exercice que je fais souvent, c'est pourquoi je vais y arriver. Parce que ton cerveau, il dit Le why. souvent, ton cerveau, il dit souvent pourquoi, tu vois, tu te vois toujours échouer, tu te vois toujours tu vas avoir t'embêter des à faire ça, galères, en fait. tu sais, ou des Ouais, problèmes. Et c'est pourquoi moi, je vais y arriver. Qu'est-ce Mm. qui fait que je vais y arriver? Et ça te donne aussi un petit boost en Une termes énergie, de confiance. Voilà. Et tu sais, avant la Tour Eiffel, il y a des gens, tu vois, qui étaient assez négatifs. Je leur ai dit, OK, stop, ça, je veux pas l'entendre. Là, je t'explique, je suis désolée, mais le mois prochain, jusqu'à la Tour Eiffel, je ne veux pas entendre parler de ça. Tu vois, c'est dur. C'est Bien sûr. des amis ou des trucs. J'ai dit, là, s'il te plaît, non, je peux pas. Je suis désolée, mais ça, limite, je m'en fous. C'est horrible de dire ça. Ça fait très égoïste. Ouais, mais ton objectif, il est là et tu as besoin d'avoir... Et en fait, les gens ont compris, tu vois. Mes amis très proches ont compris. Mais tu vois, il y a des moments où tu dis, hey, les gars, ça va. Là, je suis focus, c'est un truc de ouf. Et je pense que, tu vois, quand tu es dans une recherche de succès, ton entourage ne comprendra jamais ce que tu fais. Non. Et tu te sens... Moi, il y a un moment où je me sentais tout le temps incomprise. Et tu te sens seule. Bien sûr. Même si tu es entourée, tu te sens seule. Et ça, j'ai compris que c'est OK. Tu vois, maintenant, j'ai compris que c'est OK. J'aimerais revenir sur cette notion de confiance, parce que dans la confiance, il y a différentes choses. Oui. Il y a l'estime de soi, il y a l'image qu'on a de soi, il y a la valeur qu'on se donne également, il y a tous ces éléments-là. Est-ce que tu aurais, toi, peut-être un ou deux tips que tu pourrais donner à des personnes, ou même notamment des jeunes, qui n'ont pas forcément cette notion d'estime, parce qu'on sait que l'estime, la confiance, tout ça se construisent également plutôt dans l'enfance, avec l'expérience aussi, voilà, avec des petits challenges, et on l'a dit tout à l'heure, avec des petits challenges, avec la réussite de ces petits challenges, et puis de se dire, tiens, j'ai réussi, donc je célèbre également ces challenges. Ouais. Effectivement, je pense que déjà de se mettre toujours des petits défis un peu régulièrement, mais pas énormes non plus. Oui. Ça, c'est important parce qu'effectivement, on se prouve qu'on est capable de faire des choses qu'on pensait pas possibles avant pour nous. Je pense qu'il y a ce côté, réussir à s'en foutre en fait de ce que les autres pensent. Ça, je pense que c'est vraiment une étape pour prendre confiance et de s'affirmer et de croire en soi parce que du coup, il faut croire en soi en premier. Je pense que même au départ, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais si j'ai pas confiance, tu vois, j'avance pas et tout. Mais fais semblant. Mais oui. Franchement, des fois, je me disais, voilà, fake it until you make it. Tu fais un personnage. C'est qui le futur toi dont tu rêves? Exactement. Ça serait qui le toi dont tu rêves? Tu vois, il y a des trucs où je suis pas à l'aise. La négociation, ou tu vois, encore d'imposer des grosses sommes d'argent, tu vois, de dire, moi j'étais prof de fitness, des fois on nous payait 11 j'allais dire 11 dollars. 11, non, je suis pas du tout américaine, la meuf. 11 euros pour un cours où tu donnes ta vie sur l'estrade. Et là, toi, t'arrives, tu dis, OK, je vais prendre 3000 pour une heure. Et tu vois, c'est dur de s'imposer comme ça. Et au départ, j'y arrivais pas. Et donc maintenant, OK, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais les gars, tu sais, maintenant, on me dit, on te donne 3000. Je fais, non, on y va à 10 000. Tu vois, maintenant, j'ai plus peur. Et c'est des paliers, on parlait de paliers. C'est un peu ça aussi. Mais des fois, j'ai besoin de faire semblant. Mais je joue mon personnage de la super Anouk, tu vois, ou femme d'affaires, machin, que je suis pas encore, mais que je rêve de devenir. Et j'imagine que c'est pour cette raison également que tu as été choisie comme ambassadrice. Ouais, je crois. Aux Jeux Olympiques. Ouais. Comment ça s'est passé? Tu peux raconter l'histoire peut-être? Ouais, je peux. C'est que, alors, j'étais championne du monde donc en 2022, donc dans ma catégorie d'âge. Alors, faut savoir qu'en course à obstacles, donc il y a plein de courses. Hein. Il y a des championnats du monde sur Spartan Race, qui est vraiment une marque très connue dans le monde. Mais il y a des championnats de la Fédé qui sont assez nouveaux. Et il y a des championnats d'une entreprise privée qui fait ça depuis 10 ans. D'accord. Et donc, moi, c'est ces championnats-là que j'ai gagnés et que j'adore. D'accord. Qui étaient là avant la Fédé, donc parce que tout est en train de se mettre en place, se standardiser, ce qui est génial. Il y a une structure qui est en train de se mettre en place. C'est que ça grandit. Pour être au JO, notamment. Eh oui. Et du coup, moi, voilà. Je fais ces championnats et donc j'avais pour objectif de gagner dans ma catégorie. En fait, on a 2 types de classements. Il y a soit en pro, soit par catégorie d'âge. Les pros, il faut savoir qu'il y a des Américaines, des Canadiennes, des Danoises, des Suédoises, enfin bref, un peu tous les pays qui sont réellement pros, c'est-à-dire qu'elles vivent de leur sport. Elles ont des sponsors qui les rémunèrent pour s'entraîner 2 fois par jour. Moi, c'est pas le cas. Donc, déjà, mon objectif, c'était de me dire, je vais chercher des titres un peu dans la catégorie en dessous, ce qui est déjà pas facile. Ce qui est déjà pas mal. C'est un peu en semi-pro, on va dire, tu vois. Et après, une fois que tu as des titres, là, tu as des sponsors qui vont te suivre. Bien sûr. Là, tu peux t'entraîner comme une pro et là, tu vas aller chercher des titres en pro. Et donc là, c'était ma stratégie en 2022. En 2018, on m'avait volé mon titre. J'avais été vice-championne du monde et j'avais appris que la première avait triché. Et en 2022, j'étais passée en pro entre-temps, voir ce que je donnais un petit peu, tu vois, face aux pros. Bien sûr.
Bon, j'ai fait un top 10 européen, c'est pas dégueu. Mondialement, tu vois, je suis dans le top 15 à chaque fois, ce qui est pas non plus dégueu. Très bien, oui. Mais moi, ça me va pas. Je sais. Et du coup, j'ai dit, 2022, je vais chercher un peu ma revanche aussi. Et donc, j'ai été chercher les 2 titres. Et on a 3 km et 15 km, j'ai gagné les 2. Et en fait, du coup, déjà, t'as ce truc-là d'aller chercher tes titres mondiaux et de te dire, je vais attirer un peu les médias, je vais attirer un peu les sponsors. Bien sûr. Et donc, à ce moment-là, j'étais encore chroniqueuse sur Europe 1. Et puis, je sais plus comment, j'ai été invitée sur le podcast sur RMC Running. D'accord. Je crois j'avais déjà fait un podcast pour eux. Et puis, tu vois, j'essaye de recontacter un peu, dire, putain, je suis championne du monde, ça serait cool, je peux venir en parler. Il me dit, ah ouais, carrément. Et il faut savoir que le directeur du programme des volontaires écoute ce podcast. D'accord. Et parce qu'il fait du triathlon. Et donc, il va courir un coup, il écoute le podcast. Alors, le hasard fait très, très bien les choses quand même. Hein. Quand même. Et en fait, il se dit, mais ils sont en train de chercher une ambassadrice. Et là, il m'entend. Et il dit, mais voilà, il nous faut elle. Ça y est, je l'ai trouvé. Et donc, ils m'ont contacté comme ça. Magnifique. Franchement, mais les volontaires, moi, ils m'hallucinent en fait. J'ai passé une journée avec 5 volontaires. J'étais hallucinée de l'engagement qu'ils ont, de l'énergie, du sourire. Pour eux, c'est incroyable en fait. Il y a eu beaucoup de choses négatives sur les Jeux Olympiques et eux, quand tu les vois, tu te dis mais c'est génial en fait. Ils sont tellement à fond que c'est un vrai échange d'énergie. Et moi, en fait, après, c'était à nous de décider un peu les actions qu'on pouvait faire. Et moi, ce que j'ai proposé, c'est d'aller pendant les JO, là, dans les centres des volontaires pour les booster. Pour leur faire des échauffements. On a fait des vidéos aussi qui vont sortir. Discours motivationnels. Ouais, des discours de motivation, des vidéos qui seront diffusées dans les centres des volontaires pour prendre soin d'eux. Tu as des volontaires, ils vont être assis peut-être un peu plus longtemps. Tiens, pensez à vous lever. Tu vois, des petites choses pour un peu prendre soin de leur corps pendant toute cette période. Je dis olympique, mais aussi paralympique, hein, bien sûr. Et du coup, voilà, je vais aller un peu dans les centres des volontaires. D'accord. Et après, pour moi, c'est important aussi de les représenter dans les médias, par exemple. Donc là, j'ai une chronique sur RMC qui sera sur, à chaque fois, de mettre en avant un bénévole, sa mission, son expérience, etc. D'accord. Voilà. D'accord. Bravo. Merci. Tu parlais de performance. Alors, j'aime bien sûr... Toi, tu fais que de la performance, en réalité, à tous les niveaux. Ça représente quoi, la performance pour toi ? Et puis... comment tu vois la performance ? Parce que c'est un grand mot. Oui. Pas un gros mot, hein, un grand mot. On le voit en entreprise de manière de plus en plus fréquente. Ce qui peut parfois beaucoup nuire également au bien-être. Ou bien à cette notion de mental aussi, de santé mentale et autres. Parce qu'on en demande beaucoup. Oui. Mais c'est quoi la performance pour toi ? Et si tu avais 2-3 conseils à donner sur cette notion de performance ou comment gérer la performance ? Ouais. Parce que je crois que c'est plutôt ça. Ouais. Ça serait quoi ? Pour moi, la performance, c'est se poser un objectif et l'atteindre. Et n'importe quel objectif. C'est pas un objectif de grimper la Tour Eiffel, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être... Attends, je vais donner un truc très drôle. C'est que moi, par exemple, tu vois, j'ai obligé de me poser des objectifs chez moi, de mieux ranger, par exemple. Parce que du coup, je suis tellement focus sur... tu rentres de 2 heures d'entraînement, tu t'en fous. Après, tu bosses sur ton ordi. Et en fait, tout s'enchaîne. Et du coup, chez toi, tu as tout jeté partout et c'est le bordel. Donc, tu vois, de me discipliner plus sur ça et de me dire, OK, là, chaque semaine, à la fin de la semaine, tac, tac, ça doit être bien rangé, tout ça. Pour moi, c'est une performance. Tu vois ce que je veux dire ? Mais parce que c'est un objectif que je me suis posé dans un temps donné. Et du coup, tu mets un plan d'action. Tu vois, pour moi, il y a ça. Il y a une notion d'objectif, de temps et de plan d'action. Voilà. Ça, c'est une performance. Quelle qu'elle soit dans le temps, n'importe laquelle. C'est de faire mieux que ce que tu faisais le jour J, le lendemain. Exactement. En te mettant un petit objectif. En te mettant un nouvel objectif. Sans te mettant un énorme stress non plus. Voilà. Et sans te comparer à qui que ce soit. Et pour moi, la performance, elle est illimitée dans le sens où, une fois que tu en as atteint une, faut aller chercher une autre. Et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et après, il faut en mettre des objectifs dans tous les domaines un peu de sa vie. Alors forcément, tu as toujours un domaine qui va être un peu dominant par rapport à un autre. Qui va t'aider sur tous les autres, en fait. Voilà, et tu peux trouver aussi un équilibre avec tous ces domaines. Donc ça, pour moi, c'est la performance. Et c'est un état d'esprit qui se travaille, et qui se travaille comme tout, au quotidien, avec des petites actions, comme on disait. Et c'est, pour moi, c'est des toutes petites routines un peu tous les jours. Ça, c'est la performance sportive, c'est la même chose, finalement. Tu as ton objectif de saison. Et je pense que, oui, si je vais plus loin, c'est de se poser un objectif à plus long terme, à moyen terme et à très, très court terme. Parce que ce qui est important, c'est de sentir aussi une progression. C'est de voir qu'on réussit, ça nous aide à tenir une motivation pour aller à l'objectif à long terme. Et tu vois, ça te crée ton plan d'action, finalement. Maintenant, pour arriver à ça, qu'est-ce que je dois faire concrètement ? Allez, quelles compétences je dois aller chercher ? Nous, c'est comme ça qu'on réfléchit.
de base, quand je me dis je vais grimper à la corde 110 mètres, alors que j'ai jamais grimpé plus de 20 mètres, même pas, j'avais grimpé 5 mètres, tu te dis, ok, Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour pouvoir faire 6 quelles mètres? compétences j'ai besoin, quelles compétences. C'est ça. Donc nous, c'est dans le côté physique. Après, pourquoi pas s'entraîner d'experts, ça je pense que c'est important. Bien sûr. Moi, je suis coach, mais j'ai un coach, j'ai un préparateur physique qui a plus de connaissances sur certains points que moi. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui a du recul. Cette ligne d'arrivée, un peu, quand tu arrives à cette performance, c'est un bonheur ultime. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Il y a un auteur qui s'appelle Tim Grover. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Tim Grover, c'est celui qui a été le préparateur physique et mental de Kobe Bryant et de Michael Jordan. Je suis sûre que tu avais entendu parler. Ouais. Ses livres, il a 2 livres. Pour moi, c'est des bibles. Le premier, c'était Relentless. Et le deuxième, c'est Winning. Le pire, c'est que je les ai pas lus encore. Oh là là. Mets-toi en position pompe. Ok. Mais Winning, pour moi, ça a été un... Bon, le premier, déjà, moi, j'aime bien le mec un peu dur, tu vois, il envoie un peu... J'aime bien ces gens un peu comme ça. Et Winning, il m'a tué, ce livre. Mais en même temps, il m'a tué dans le sens où il m'a tellement appris. Il t'a inspiré. Et tu vois, on parlait parce que c'est en anglais, donc je fais genre la québécoise. Vas-y, qui a du mal à traduire. Fais-le en English. Je trouve pas le mot en français. Non, mais tu vois, le côté solitude, voilà. Le côté, tu sais, se sentir seul. Il y a une phrase qu'il écrit où j'ai dit... Tu sais, j'avais l'impression d'être comprise dans le livre. Tu vois, la façon dont il a écrit, j'en ai même chialé parce que j'avais l'impression qu'il me comprenait. Tu sais, c'était très bizarre. Mais du coup, il y a plein d'étapes qui m'ont aidée dans son livre. Et puis, du coup, tu vois, c'est ces choses-là sur la performance qui te font avancer. Et lui, Winning, en fait, il a posé la question à plein d'athlètes. Et Kobe Bryant disait « Winning is everything ». Tu vois, c'est ça. Et pour moi, c'est ça la performance, c'est tout. C'est une conséquence de plein de choses. Voilà. Et c'est vraiment ce côté... j'arrive pas à expliquer, quand je passe une ligne d'arrivée, l'émotion que j'ai à chaque fois. Même si j'ai pas gagné, même si... tu vois, là, j'ai fait une course il y a pas longtemps. Je suis dans mon objectif de ce que j'avais décidé de faire. C'est dur, là, en ce moment, parce que j'ai pas couru beaucoup pendant 1 an. Alors que c'est le pire pour moi de courir. T'imagines, c'est dur, parce que tu t'as régressé sur ton sport. Enfin, voilà, c'est dur à vivre aussi. Mais ok, mon objectif c'était de mettre vers 80%, de finir la course. Ça faisait longtemps que j'avais pas couru, ça faisait 1 an que j'avais pas couru 12 km, et juste de prendre du plaisir. Tu passes à une d'arrivée. J'étais avec une autre athlète allemande, on a fait le truc ensemble. C'était hyper cool. Voilà, trop contente. T'as le sourire. Voilà, et j'ai une émotion. C'est petit, alors quand tu gagnes, l'émotion, elle est fois multipliée 1000. par 1000, bien quand sûr. tu grimpes à la Tour Eiffel, tu descends, qu'il y a ton frère qui pleure, ta mère qui pleure, c'est fois 8 milliards. Mais voilà, et c'est quelque chose que tu veux aller chercher tout le temps. Sans être addictif, drogue, tu vois. Je parle parce que tu sais, ça, il y a des gens qui vont dire t'es addict. Oui, t'es addict à ça, mais en même temps, tu vas le trouver dans des petites choses. On parlait, tu vois, dans la carrière, tu vas réussir à convaincre quelqu'un de te prendre sur une conférence. Il y a un rush comme ça. C'est ça. Donc, les petits rushs, tu vas les retrouver partout. Et quand tu es dans une dynamique de performance, encore une fois, sans performance extraordinaire, c'est ça. Tu vas chercher ces petites choses tout le temps. Et c'est ça qui te fait avancer et avoir du succès dans ta vie. Mais je pense que tu as effectivement, comme tu disais, ces pics d'adrénaline du succès qui te mettent dans des émotions qui font que tu as envie de revivre ces émotions. Donc après, tu commences aussi à te poser la question en te disant, mais qu'est-ce que je dois mettre en œuvre comme stratégie pour pouvoir revivre une émotion qui soit équivalente, soit supérieure. Oui. Et après, c'est vrai qu'on rentre un peu dans l'addiction, mais bon, faut mieux être addict à ça qu'à autre chose. Ouais, c'est clair. Je crois. Non, puis c'est une bonne addiction. Tellement de plaisir, bien sûr. Entre guillemets, tu vois. Et après, c'est sûr qu'il faut réussir aussi à se contenter, parce que là, tu vois, quand tu vas à un truc sur Championne du Monde ou la Tour Eiffel, je me dis, il faut que je réussisse quand même à kiffer, même à kiffer des choses qui sont plus petites, tu vois. Parce que sinon, ça va être on compliqué. fait comment, tu vois. Il n'y a pas de Tour Eiffel. Voilà, c'est compliqué. Mais du coup, tu arrives quand même à avoir d'autres choses. Mais c'est ça qui te fait Moi, c'est ça en tout cas qui me fait vibrer, quoi. Et dans cette notion justement de performance, parce que c'est vrai que dans la performance, c'est du travail, c'est plein de choses, on l'a dit, c'est une conséquence de plein d'outils, d'habitudes, de disciplines, etc. Comment tu travailles la notion de récupération ? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie un peu. Et dans la vie de tous les jours, en réalité, on préfère plutôt se laisser embarquer dans des écrans, plein de choses différentes, et on n'est pas dans une récupération mentale ou physique. Donc, qui est efficace. Comment toi, tu travailles cette récupération ? Alors, c'est drôle, mais quand on est sur des préparations, sur les championnats du monde ou sur des grosses échéances comme ça, en fait, c'est la course à la récup. C'est vraiment ça. C'est
tu vas tout faire pour récupérer, pour être optimal sur la séance qui suit, qui est le lendemain, tu vois. Ouais. Donc, tu vas utiliser tous les outils possibles et inimaginables. Tu vas tester ce qui fonctionne sur toi ou pas, Mhm. parce qu'il y a des choses qui Il y a plein fonctionnent de choses, plus. bien sûr. Alors maintenant, c'est bien, hein, il y a beaucoup plus d'outils. Moi, j'ai remarqué que je fais des bains froids. Ouais, Le bain froid, ça fonctionne C'est top. très bien pour Ouais. moi. Je me fais masser. oui, très important. J'ai testé tu sais, la lumière rouge. Oui, Tu fais, Ouais, ouais, même c'est l'infrarouge. la photobiomodulation. Donc, tu es dans une cabine et Oui. ça marche extrêmement bien sur la récup. Tu fais des saunas, tu fais de l'électro-steam chez toi, tu sais, pour relâcher les cuisses entre les séances. Je fais beaucoup de mobilité, d'étirements, je vais faire des marches de récup. Mhm. Tu vois, genre, limite, je finis un entraînement hyper intense. Dans l'alimentation aussi, tu vois. Donc là, je vais prendre un shaker, par exemple, tu vois, un smoothie avec des fruits, avec un peu de protéines végétales, avec un peu de créatine, avec, tu vois, tout ce qu'il faut pour bien récupérer. Pour avoir, oui. Et derrière, je vais me faire une petite marche pour récupérer, Mhm. alors que je viens de finir un entraînement. D'accord. Mais je sais que ça va être bénéfique pour moi d'aller marcher 10 minutes, Mhm. tu vois. Après, je vais m'étirer. Enfin, en fait, entre les séances, tu vas être obsédé par ta récup. Donc, nous, c'est un peu l'extrême. Il faut se calmer. On n'est pas obligé de faire tout ça. Mais tu vois, et même à un moment, j'avais noté qu'est-ce qui marchait bien. De récup en Par récup. exemple, après une séance de corde, je savais que je faisais pas ça ou ça, mais je faisais ça, tu vois. D'accord. Et donc, j'avais mes petits process et mes petites Tu routines de personnalisais récupération. selon la discipline, en fait. Exactement, et sur la séance d'entraînement que j'allais faire. D'accord. Et là, je le fais encore. Tu vois, si je sais que je cours, je vais faire ça. Si je sais que... Tu vois, j'essaye de... Et tu mixes, tu les mélanges, ces petits trucs de récup. Tu les fais pas tous. Bien Après sûr. chaque séance, t'as pas le temps. Mais tu beaucoup. t'en choisis un ou deux après chaque séance que tu peux faire. Et c'est pour ça que les séances de sportifs de haut niveau, c'est ça, être pro. C'est-à-dire que moi, mes séances, déjà, je vais m'échauffer beaucoup. Mais après, la récup, pour moi, ça fait partie de la Très séance. important. Donc, du coup, ça va être très important. J'allais dire aussi la sieste. La sieste. Ouais, La c'est ce que vie. j'allais dire, La micro-sieste. sieste, c'est la vie. Non, mais des fois, elle n'est pas micro, la mienne. Après une grosse séance de Bon, il course est à conseillé pied. d'en faire 20 minutes, mais Non, mais des fois, tu vois, je me laisse début d'après-midi. Souvent, déjà, je mets rien avant 15h, moi. Et souvent, des fois, je dors 1 heure. Mais je me réveille, je suis bien, tu vois, c'est pas... bien sûr. Hein. Mon corps, je me dis, il en a besoin, c'est tout. Mais quand tu as 2 séances intenses dans la journée, si tu fais pas ta sieste, ta deuxième séance, elle va passer. Mais tu vas pas être aussi efficace. Et le surlendemain, tu vas pas être bon, tu vois. En fait, c'est tous ces trucs-là. Tu vois, les gens qui me disent, oui, mais ça, c'est que pour les sportifs. Bah non, en c'est fait, pas de que pour les t'étirer, de faire un sauna, parce que ça va stimuler ton système lymphatique. Donc, ça va te drainer un peu plus. Donc, ton système immunitaire va être mieux. Enfin, tu vois, c'est des choses où, en fait, bah non, faire 10 minutes de sauna, bon, t'es pas obligé de faire l'extrême comme moi, mais te prendre une douche froide, douche chaude, tu vois, ça stimule aussi. C'est des petites, on parlait de petits inconforts tout le temps. Bah, c'est un petit inconfort que petit à petit, t'encaisses. Et qui devient naturel, en fait. On se sent bien avec ça. Ouais. Tu vois, moi, ça doit faire 15 ans, je prends des douches froides tous les matins et j'écoute un neuroscientifique qui disait mettez-vous dans une situation de stress au moins 5 minutes par jour. Ah oui. Au moins 5 minutes, parce que le jour où tu vas faire face à une situation qui est un peu stressante pour une personne, entre guillemets, lambda, bah toi, tu auras beaucoup plus de recul. Parce que ton corps aura déjà imprimé le fait que le stress, tu sais le gérer. Ouais. Et tu vois, il m'est arrivé des situations où avant, j'aurais très mal géré. Tu vois, des situations dans la vie de tous les jours. Et que là, avec ça, tu vois, prends du recul. ok, tu t'es plus posé, tu vois. Ou un jour, je me souviens, on m'a volé mon sac à dos, tu vois. Et en fait, j'étais comme ça, ok, je fais quoi? Tac, 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 tac. T'es step by step. Ok, c'est quoi? Tac, tac. Bah, c'est fait maintenant et tout. Après, des fois, t'as une redescente un peu plus tard. Mais tu vois, sur le moment, t'arrives à bien gérer le truc, tu vois. Et ça m'avait étonné de moi. Parce qu'avant, j'aurais tout cassé. Tu vois. Comment tu travailles on va continuer un petit peu dans les tips, la notion de concentration. Concentration, focus, parce que quand tu es effectivement sur des courses d'obstacles notamment, et même sur la corde, c'est un gros focus. Un gros focus, une grosse concentration. Oui. Est-ce que tu as des outils pratiques que tu utilises peut-être au quotidien pour travailler cette notion de concentration? Alors, je pense que de se couper des distractions, tu vois, le téléphone, c'est une distraction terrible. Donc, je pense que couper les distractions, ça, c'est très, très important. Ça va aider. Après, on parlait de méditation. Alors, les gens voient la méditation comme que pour les yogis, ou tu vois, un truc un peu chelou, tu vois. Non, alors qu'en fait, c'est pas le cas. C'est mal marketé, je trouve. Ouais, c'est ça. Non, alors que réellement, c'est juste d'être capable de se concentrer sur un peu soi pendant quelques minutes. Et donc, ça m'a aidé aussi de faire un peu de méditation. Là, j'en fais un peu moins en ce moment, mais je la fais, je pense, d'une manière un peu différente. Mais tu vois, d'être juste sans rien pendant 5 minutes. C'est-à-dire, t'as rien.
T'as pas ton téléphone, t'as T'as rien. t'as T'es rien. juste là. 5 minutes, t'es là. Voilà, c'est tout. D'aller marcher, par exemple, c'est bien aussi. Bien C'est une sûr. forme de méditation d'aller marcher. Voilà, juste ça aide aussi à réussir à se concentrer sur une seule chose à la fois. Tu médites, tu dis, OK, je me concentre sur ma respiration. Et après, dans les entraînements, moi, je l'intègre. C'est-à-dire que je me mets un focus par série, par exemple. Ou quand je suis dans un run, où justement, tu es dans un inconfort, où je suis en train de grimper la corde. T'imagines, à un moment, je faisais, comment j'ai fait, je crois, 16 fois 13 mètres. Donc, tu montes 16 fois ta corde. C'est long, hein. Ça fait beaucoup. Franchement, tu te fais chier sur la corde, je le dis direct. Et il y a des jours où tout est négatif. Tu vois que le négatif. Donc, tu vois. Et en fait, mais Faut ces quand même jours-là, switcher. voilà. Donc, à chaque grimpée, je me mettais un objectif. OK, là, Anouk, tu vas te concentrer sur la pression dans tes mains. Tu vas serrer que à 70% à chaque fois. Donc, alors, ce moment-là, tu serres à 100%, ce moment-là, tu serres à 10, tu vois. Et en fait, ça, c'est un focus. OK, la pression dans les mains. Maintenant, tu vas te concentrer à avoir les pieds placés parfaitement. OK, à chaque montée, tac. Ton Maintenant, esprit, en fait, il est voilà. là-dessus. Et à chaque il est fois, pas ailleurs. tu te mets un nouveau focus et du coup, ton esprit, il est que là. Pendant toute la montée, qui n'est pas très très longue, tu vois, 1 minute 30, 2 minutes. Mais du coup, hop, ça entraîne ton cerveau à se concentrer sur un seul truc à la fois. Et dès que ton cerveau, il part, hop, OK, c'est pas grave, mais tu le ramènes. Attends, on avait dit quoi? On se concentre sur ça. Sur la course à pied, pour moi, c'est la respiration. Ça va être la cadence des foulées. Ça va être le rebondissement dans le pied. Ça va être les bras. Tu vois, il y a plein de choses à chaque fois sur lesquelles on peut se concentrer. Des fois, je visualise des trucs. Pendant que je suis en train de courir, je me mets dans des scénarios. Des Tu as ta concurrente devant toi, par exemple. Ouais. Mais tu vois, je me mets... je me souviens, je me mets dans un scénario où j'en peux plus, c'est le dernier truc à faire. Et ben j'entends un commentateur qui dit Garnier sur les derniers mètres, elle court vers cette médaille olympique. Tu vois, je m'imagine des trucs comme ça. Mais tu vois, voilà, et tu te concentres sur à chaque fois un truc différent et ça oblige se mettre des points de focus à chaque. Ça aide en fait. À chaque étape, en fait. À chaque étape. Et ça, je le fais aussi au niveau boulot en fait. Tu vois, allez, pendant 1 heure, je suis focus sur ça. Tu vois, ça aide, je pense, tu te mets une limite, en fait. Et à travailler cette concentration et c'est pareil, c'est de l'entraînement, je pense. C'est de l'entraînement et cette notion pour revenir un petit peu à la méditation, parce qu'on parlait de Kobe Bryant et autres, tous ces gens font de la méditation tous les jours. C'est vrai. Et ils en parlent, vous avez juste à aller voir sur YouTube, ils te parlent des bienfaits de cette méditation. Tu vas voir Djokovic, tu vas voir tous les sportifs de haut niveau vont te parler de visualisation, de concentration, donc à travers la méditation, parce que la méditation, en fait, elle est marketée ici comme le truc détente. Non, au contraire, ça vient éveiller ton cerveau d'une certaine manière, ça lui permet de travailler le focus, l'attention, de travailler la conscience à ton corps aussi, ta respiration, enfin, tu vois, il y a tellement de choses. Et savoir aussi que dans notre quotidien, on a plein de moments où on est en méditation, même sans s'en rendre compte. Et je pense qu'il faut se laisser un peu ce temps aussi parfois, d'être un peu en observation, en flottement. En flottement. Ouais, juste tu te poses, je sais pas moi, sur une terrasse ou dans un parc. Tu regardes les gens. Et tu es juste là, tu regardes en fait, sans rien penser. Parce que le mode multitasking, on voit bien que ça marche pas vraiment bien. On peut pas être 100% sur une tâche et une autre. Donc c'est comment je vais pouvoir me poser sur telle ou telle chose, sur un temps limité ou pas. Enfin après, chacun à son niveau, encore une fois, on revient là-dessus. Donc, complètement. Question rapide comme ça, en mode un peu tac au tac. Mais avant de te poser ces questions, j'aimerais juste savoir, parce que tu as dit tout à l'heure, après la Tour Eiffel, il y a quoi? C'est la Lune. C'est quoi ton prochain objectif? Alors, attends. Le prochain objectif, là, j'essaie de me concentrer sur les courses à obstacles. Donc, il y a les championnats du monde en octobre. Je change de catégorie d'âge. D'accord. J'ai vieilli. Ça se voit pas. Non, sur le terrain, tu vois, sur le papier. Oui, bien sûr. Donc, j'aimerais aller chercher un titre dans cette nouvelle catégorie en octobre. Après, on verra. Advienne que pourra. On va tout donner, mais on verra. Super. Et après, j'aimerais écrire un livre, j'en ai parlé. J'aimerais vraiment développer mes conférences et notamment faire un vrai gros événement pour pas que les entreprises, mais pour tout le monde. Ça, c'est un objectif que j'ai en tête. Super. En fait, je veux partager, tu vois, le mot monumental que je vais utiliser et l'expérience monumentale que j'ai eue, je veux la partager pour que chacun puisse, tu vois, développer son potentiel monumental, comme je dis. Bien sûr. Donc voilà, il y a ça. Et après, j'aimerais battre mon record de 110 mètres. Yes. J'ai pensé à faire 150 mètres d'abord et après 200. Donc après, où je ne sais pas encore. On me demande, qu'est-ce que tu vas grimper? Je ne sais pas. Parce qu'après, il y a toute cette histoire d'autorisation. Voilà, il y a plein d'idées. On verra, mais voilà, je veux faire des différentes étapes parce que j'étais
clairement pas au maximum quand je suis arrivée là-haut. Ah. Mais du coup, Il y avait encore un peu de... maximum. Voilà, j'aurais pu, je sais pas jusqu'à combien. Justement, j'aimerais voir jusqu'à combien je peux aller, voir passer la barre des 200. Voilà, voir comment on peut gérer ça. Super. Et puis voilà, puis il y a les jeux, quoi. Donc ça Et va puis, il être, y a les jeux, ça va être très, je pense on va que être ça bien. va être assez funky déjà. Voilà, C'est la pas fin mal. d'année va être sympa. Super. Juste une routine à mettre en place au quotidien. Pour moi, c'est une routine de mobilité. Mobilité. Ouais, ça ressemble un peu peut-être à du yoga ou ce qu'on veut, position squat, de rester en position squat, donc accroupi mais avec les talons au sol. Squat indien, là. Ouais, c'est ça, de faire vraiment 5 minutes de mobilité où on va dans des amplitudes complètes, où on entretient, on va dire, les articulations, les hanches. la façon de bouger pour pas être limité dans ses mouvements. Pour moi, c'est ça. Super, super. Un mot pour surmonter l'échec. Un peu, alors, c'est bizarre ce que je veux dire. C'est pas vengeance, mais tu vois, Je quoi. vois l'esprit. Ouais, c'est pas vengeance, c'est revanche, quoi. Tu vois, ouais. ok, j'ai pas réussi cette fois-ci, mais regarde-moi Je la me donne les prochaine moyens fois. pour la prochaine. Voilà, la prochaine, j'ai appris un truc, t'inquiète, je reviens. Super. Une lecture indispensable, même si tu en as déjà donné Ah, quelques-unes. Bah, Winning, après, qu'est-ce que je pourrais dire indispensable? Ouais, il y a que Winning qui me vient. Franchement, Winning, c'est très bien. voilà, c'est celui-là. C'est déjà, je pense, Tim c'est Grover, indispensable. ouais. Super, Tim Grover. Une technique de relaxation préférée, qu'est-ce que tu utilises comme technique? Si tu devais en partager une, dans tous les cas. Non, mais la musique, enfin, c'est souvent la musique, moi. Ouais. La musique, ça me met dans l'émotion que je veux, tu vois, ouais. Donc, ça me transporte. Donc, soit de marcher en forêt, voilà. Marcher en forêt, ça, c'est bien. C'est un Connexion bon avec truc. la nature. Ouais, ça me relaxe Super. beaucoup. Ouais. Un trait de caractère essentiel pour réussir. La détermination, je dirais. Ouais. Mhm. Pour moi, il faut être déterminé, il faut rien lâcher, quoi. Malgré tout ce qui va arriver, il faut continuer à avoir cette détermination et aller chercher ce qu'on veut. Et une technique pour évacuer le stress? T'as pas de stress, toi? Aussi. Taper dans un sac. Par exemple. Ça dépend des stress, tu vois. Ça dépend des stress. Après, je pense que c'est aussi bien de passer du temps avec sa famille, tu vois. Se déconnecter et passer du temps avec sa famille parce que ça fait oublier, tu vois, ça fait penser à autre chose. Bien sûr. Et typiquement, tu vois, après, quand j'ai eu le report de date de la Tour Eiffel, ma famille était présente, ils étaient là pour que je grimpe. Donc c'est l'occasion de passer du temps avec et ça a été dur, et finalement, tu vois, le lendemain, je me suis pris une grosse claque, et le fait qu'ils soient là, ça m'a beaucoup aidé. On a passé du temps ensemble, on a été manger, on a été faire des beaux restos, tu vois. Génial. On a profité, et ça m'a aidé. Donc je pense que passer du temps avec les gens qu'on aime, ça, c'est bien. Très important. Une dernière chose, une citation qui est inspirante pour toi? J'aime bien notre ami Walt Disney, quoi. Ah oui. If you can dream it, you can do it. C'est-à-dire que si tu arrives à le rêver, à l'imaginer dans ta tête, ça veut dire que tu peux le faire. Et si tu pars de ce principe-là, ça te donne un peu tu vas y croire, tu vas croire en toi, tu vas croire en tes rêves et tu vas aller les chercher, quoi. Et on va terminer sur cette belle citation. Merci beaucoup, c'était vraiment Merci un à toi. plaisir d'échanger avec toi, d'avoir toutes ces tips que l'audience va pouvoir utiliser. Je l'espère en tous les cas, de faire l'analogie avec sa propre vie, tout simplement. On n'a pas besoin d'être sportif de haut niveau. Ouais, c'est ça, on peut transférer ou de faire tout de grands exploits. On peut transférer tout dans tout, en réalité. Donc vraiment, un grand merci. Je te souhaite plein de belles choses. Et puis, je te dis à très vite. Ouais, à bientôt. Retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Inspiration le podcast, et sur ma page LinkedIn.